Oui, allô? Est-ce que vous m'entendez? Bien, je pense que vous m'entendez. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux de modérer cette session ce matin sur la question des comportements. Cette modération se fera donc avec Alice Desclos, que je salue très amicalement. C'est un grand plaisir, Alice, de modérer cette session avec toi. Et puis un tout petit mot aussi pour notre ami François Dabis, qui devait modérer cette session ce matin, mais qui, pour des petits problèmes de santé, ne pourra pas assurer cette modération. Donc je le remplace avec grand plaisir et puis je lui transmets de la part de nous tous tous nos voeux d'un très prompt rétablissement et pour qu'il soit rapidement avec nous. Et peut-être que de là où il est, il peut quand même suivre ce débat. Voilà, sans plus attendre, je vais introduire donc le premier orateur en signalant à tous ceux qui sont connectés avec nous de ne pas hésiter à envoyer vos questions. C'est très important que nous ayons ce débat. Et je pense que vous avez compris comment envoyer vos questions que nous traiterons toutes en fin de présentation. Ce sera plus simple. Voilà, donc j'ai le grand plaisir d'introduire comme premier intervenant Gabriel Girard, qui est sociologue, qui a fait ses études au Canada, à Montréal, mais qui est actuellement un chargé de recherche à l'INSERM et qui travaille au CESTIM à Aix-Marseille. Gabriel Girard nous présente une communication intitulée VIH, les leçons pour 2020 et au-delà. Gabriel Girard, c'est à vous. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux de vous rejoindre pour cette session en ligne de l'AFRAVI 2020 et je vais sans plus tarder partager mon écran pour commencer ma présentation. Donc, mon intervention aujourd'hui portera sur les leçons du VIH pour 2020 et au-delà. J'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Et je vais tout d'abord commencer par me présenter, vous dire d'où je parle finalement. Donc, je suis sociologue de la santé, franco-canadien, et je mène depuis de nombreuses années des travaux qualitatifs en sociologie sur les enjeux sociaux et politiques de la prévention du VIH. Donc, à la fois, j'ai commencé à travailler sur les prises de risques chez les hommes gays, la question du barebacking, puis j'ai ensuite travaillé et je continue sur la PrEP, et puis plus généralement, je m'intéresse à la santé sexuelle et à la santé communautaire. Et puis par ailleurs, j'ai été longuement en fait, engagé dans la lutte contre le sida au sein de l'association AIDE de 2002 à 2012. Donc voilà, c'était un peu pour vous donner un peu d'où je parle finalement et de quel est mon point de vue sur les différentes choses que je vais discuter aujourd'hui. Alors cette présentation est largement marquée par le contexte général que vous connaissez bien. Euh, mais en effet, c'est une réflexion qui a été engagée. On m'a proposé d'intervenir sur ce sujet en 2019, donc dans le monde d'avant. Et puis tout a été bouleversé évidemment par le coronavirus, à la fois parce qu'il y a eu le report de la conférence qui était prévue en avril dernier et qui a été reprogrammée finalement à cet automne. Et puis parce que, entre-temps, la lutte contre le sida a été citée à de nombreuses reprises dans les analyses produites pour comprendre le Covid-19. Je cite simplement un des articles, celui de Charlotte Pézeril, publié récemment en ligne. Il y a beaucoup de références qui ont été faites à la lutte contre le VIH/SIDA ces derniers mois dans le contexte du Covid. Donc c'est vrai que ça change la manière dont on positionne cette réflexion sur les leçons du VIH pour 2020 et au-delà. Alors est-ce que le Covid-19 est devenu un incontournable pour penser l'actualité de la mobilisation contre le VIH en 2020? Oui et non. J'ai pas de réponse arrêtée là-dessus, et je pense que cette conférence l'illustre à sa manière, avec à la fois des sessions classiques consacrées à nos objets de recherche et puis d'intervention, de militantisme, mais aussi beaucoup de sessions qui croisent VIH et Covid. Mais à la fois, pour cette présentation, j'avais envie de me positionner un peu différemment, parce qu'on peut à la fois penser avec le contexte, le Covid, on peut penser contre, et on peut essayer, pourquoi pas, c'est ce que je vais vous proposer, de penser un peu en dehors de ce que le contexte nous impose. Donc peut-être parler du VIH sans nécessairement reparler du Covid, c'est ce que je propose de faire dans les prochaines minutes. Alors je voudrais commencer en introduisant sur les paradoxes
de notre rapport à l'histoire de la lutte contre le sida. Ce qu'on peut constater, c'est que ces dernières années, depuis une dizaine d'années, l'histoire de l'épidémie et l'histoire des premières années de l'épidémie, elle fait recette. À la fois parce qu'il y a une multiplication des documentaires sur le sujet, un certain nombre de documentaires, souvent aux États-Unis, sur les premières années de la lutte contre le sida, la sidération des premières années, mais aussi les mobilisations collectives et communautaires, notamment dans la communauté gay. Il y a eu aussi des œuvres de fiction sur le sujet, sur toujours les années 80 et les 90, et notamment le film oscarisé Dallas Buyers Club en 2013. Donc on voit qu'il y a vraiment une production, et j'en ai cité simplement quelques-uns, une production assez importante d'œuvres, de films, de documentaires sur ces années-là. En France aussi, ce regain d'intérêt se fait sentir, avec à la fois le film incontournable 120 battements par minute sur l'association ACT UP Paris, qui a entraîné aussi la réédition du livre de Didier Lestrade sur l'histoire ACT UP, une histoire. Et puis enfin, actualité éditoriale, le livre de Michel Bourrelli et ses collègues à paraître en 2021. Alors, que nous dit ce renouveau d'intérêt pour l'histoire de la lutte contre le sida? Qu'est-ce que ça nous dit sur la place de l'histoire dans la lutte contre le sida? C'est un peu de ça que je voudrais vous parler. Puis, qu'est-ce que ça nous dit sur les usages de l'histoire pour parler du présent? Et c'est aussi un des fils que j'aimerais tirer dans cette présentation. Alors là aussi, pour continuer sur cette question des paradoxes de notre rapport à l'histoire de la lutte contre le sida, on peut dire quand même que la perspective de la fin de l'épidémie, qui est dans les discussions depuis là aussi pratiquement une dizaine d'années, elle transforme profondément le rapport au temps, le rapport à l'histoire de cette épidémie. À la fois parce qu'elle a un peu correspondu au même moment à cette mythification du passé, une un retour sur le passé qui est souvent, élude certains aspects, certaines dimensions, qui va en choisir certaines autres. Ça, c'est le propre, du regard, rétrospectif, le regard sur l'histoire. Mais on peut quand même constater qu'il y a cette tendance à la mythification, puis aussi certains trous de mémoire. Et puis de fait, à travers ces différents phénomènes, de mythification, d'optimisme autour de la fin de l'épidémie, on peut dire que le présent, le moment présent, les luttes du présent sont un peu prises en étau entre, l'optimisme de la fin de l'épidémie et puis la célébration d'un passé, mythifié qui est à la fois, tout à fait juste sur lequel il faut se repencher, mais est-ce que ça nous permet de penser les enjeux du présent? C'est une des questions que je voudrais soulever. Donc finalement, comment, est-ce qu'on pourrait faire dialoguer, utilement le passé, le présent et les projections dans le futur? Comment on peut, pacifier un petit peu notre rapport à l'histoire et en faire un sujet, un objet de discussion, intéressante et constructive pour penser les enjeux du présent et l'avenir? Moi, il me semble qu'il y a un des problèmes autour de ça, c'est que le regard sur, l'histoire de la lutte contre le sida, il est très souvent teinté de nostalgie. Heu ça fait partie des incontournables aujourd'hui dans ce regard porté sur le passé. La nostalgie, on peut le définir comme le regret d'un passé révolu, mais dans l'occurrence, quand on parle du sida, on peut se poser la question de quel passé on parle? Est-ce qu'on parle de la mortalité très importante dans les années 80 et 90? Est-ce qu'on parle de la stigmatisation et puis de la situation terrible de l'émergence de cette épidémie, de tout le rejet que ça a suscité dans les différentes sociétés et le rejet que ça a suscité des communautés qui étaient affectées par cette épidémie? Ou est-ce qu'on est nostalgique finalement d'une mobilisation exceptionnelle contre cette épidémie, d'un moment où les personnes étaient unifiées autour d'une même cause? Donc on voit que la nostalgie, elle fait appel à des choses très différentes qui peuvent être à la fois très positives autour de la mobilisation, mais aussi très limitantes et blessantes quand on fait référence à cette période sombre de l'épidémie. Donc il me semble que la nostalgie, sa limite principale, c'est qu'elle est souvent aveugle à la complexité du réel, au fait qu'il n'y avait pas simplement des belles choses qui se passaient ou pas simplement des choses tristes, mais que c'était les choses les plus complexes et la nostalgie, elle est aussi aveugle au rapport de domination qui pouvait traverser, la prise en charge de l'épidémie, la lutte contre l'épidémie, à différentes époques. C'est le sens un petit peu de cette œuvre qui a été réalisée par des artistes, canadiens, il y a quelques années et qui, dans le contexte en fait de la sortie de tous ces films et de ces documentaires, qui questionnaient finalement, la nostalgie comme un facteur d'agression, pour des gens qui avaient vécu cette période très sombre, et qui disaient en gros, «Attention à cette nostalgie envahissante qui ne permet pas ni de penser le passé, ni de réfléchir au présent».
Alors voilà, la lecture nostalgique qui irrigue un petit peu les différentes œuvres dont j'ai parlé précédemment. Et il me semble qu'elle tend à figer une histoire qui est pourtant vivante et qu'elle tend à effacer des enjeux politiques très actuels de la lutte contre le sida. Que ce soit autour de l'accès au traitement, l'accès universel au traitement, la question des discriminations et des inégalités qui perdurent. On est toujours dans une épidémie qui discrimine et qui se joue des inégalités sociales de santé et qui, de fait, a un impact très fort et interrelié aux conditions de vie des communautés vulnérables. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de réalités du passé qui sont racontées dans ces films, ces documentaires, qui ont toujours des échos aujourd'hui, même si la situation thérapeutique a changé très largement, et que la nostalgie nous aide pas finalement à penser ces combats d'aujourd'hui. Donc on peut se poser du coup la question de quelles autres explorations de l'histoire de la lutte contre le sida seraient possibles pour éviter la nostalgie et porter un regard peut-être plus constructif, engager un dialogue avec ce passé et cette histoire de la lutte contre le sida. Alors moi, j'ai réfléchi ces dernières années à la question de la mélancolie, la place de la mélancolie, qui est une autre émotion différente de la nostalgie, qui pourrait être un outil d'analyse du passé, une porte d'entrée pour réfléchir au passé. Alors, mélancolie qui ne serait pas seulement une émotion liée à l'inaction ou à la contemplation, comme on a souvent tendance à la considérer, et qui pourrait s'appuyer sur une reconnaissance positive des traces du passé, de l'apport des disparus dans nos vies et dans nos communautés, du souvenir des victoires et des défaites, des combats qu'on a menés et qui ont été menés collectivement. Et finalement, et là je suis là-dessus le philosophe Didier Ribon qui aussi réhabilite la mélancolie comme une émotion intéressante politiquement, dans une version non psychanalytique qui peut être un point d'appui pour l'action et la réflexion aujourd'hui. Toujours dans ce rapport à la mémoire, au Québec, on a un mot que je trouve très beau qui est le mot de remembrance autour du travail du souvenir, du travail de mémoire, qu'on peut définir comme ce qui vient à l'esprit fortuitement ou volontairement des expériences passées, et qui a aussi un autre sens qui est de réunir en un tout des parties dispersées. Et il me semble que la question de la remembrance, ce terme, constitue en soi un beau programme pour le travail d'histoire et de mémoire de la lutte contre le sida qui reste à faire et qui reste vif aujourd'hui. Alors, je voudrais terminer en disant en donnant quelques pistes pour la discussion, mais il me semble qu'on doit repenser notre rapport aux temporalités de la lutte contre le sida, à la fois pour essayer d'envisager un passé sans nostalgie, c'est pas toujours évident, mais en tout cas de questionner ce regard nostalgique sur le passé, d'avoir aussi un présent attentif aux usages de l'histoire. L'histoire est très présente finalement et revient régulièrement dans nos évocations de la lutte contre le sida, même aujourd'hui. C'est intéressant d'avoir un regard critique sur les usages qu'on en fait. Et puis, puisqu'on envisage la fin de l'épidémie, envisageons-la avec la mémoire. Finalement, le futur, qu'on espère tous, d'une éradication du VIH, mais il peut aussi se passer avec la mémoire individuelle et collective de ce que cette épidémie a fait aux individus et aux sociétés. Il me semble aussi que ça nous invite à repenser notre rapport à la transmission de l'histoire et de la mémoire du sida. Donc ça pose très concrètement la question des archives de la lutte contre le sida, entremêlée à d'autres luttes par ailleurs. C'est une question qui est très aiguë en France aujourd'hui, de comment archiver, comment conserver finalement cette mémoire de la lutte contre le sida. Et puis, ça pose aussi la question des espaces possibles et souhaitables de partage d'expériences. Oui, à travers les documentaires, les films, les projections, mais comment on pourrait imaginer des espaces où les générations à la fois militantes, mais aussi les générations de la population puissent se parler, se raconter ce qu'elles ont vécu à travers l'expérience de cette épidémie de sida. Et enfin, moi, il me semble que le détour par les émotions, que ce soit la mélancolie, la colère, mais aussi l'indignation, peut nous servir de point d'appui pour envisager ces démarches collectives, ce travail de mémoire collective, oui, et qui me paraît importante de ne pas négliger le rôle des émotions dans cette démarche-là. Je vous remercie de votre attention et je suis prêt à discuter avec vous par la suite. Merci beaucoup pour cette intervention très intéressante, Gabriel. Alors, je reviens un petit peu en arrière pour remercier Gilles pour son introduction. Je suis donc basée ici à Dakar. Je suis très heureuse de profiter des hasards de la programmation pour être chargée de présenter Koudia.
qui est ma collègue en fait au quotidien ici au Centre de recherche de FAN, puisqu'elle dirige le département santé publique et sciences sociales. Donc c'est en toute objectivité que je vais parler, non pas du plaisir que j'ai à travailler avec elle chaque jour, mais de son contexte, de son parcours, pour dire qu'elle est, c'est une scientifique non seulement très pertinente, mais très engagée à deux niveaux, dans la réalisation et la mise en œuvre des résultats de ses recherches, puisque elle est pleinement au centre, au cœur de certaines innovations médicales et éclairage des programmes de lutte contre le sida au Sénégal et dans d'autres pays. Et puis engagée sur des questions telles que les droits des femmes, les droits des populations, plus proches des populations, dans ce qui correspond à son rôle professionnel d'anthropologue et de médecin, mais aussi à une dimension personnelle du rapport à la science. Donc, Koudia, c'est à toi. Merci. Bonjour à tous. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité à cette conférence pour partager avec vous cette mini-lecture, la thématique sur le VIH, est-ce la fin de l'exceptionnalisme? Il faut rappeler que l'histoire de la lutte contre le sida est jalonnée d'approches innovantes et de mesures dites exceptionnelles. Cela a été une rupture avec les approches classiques de contrôle des épidémies et surtout une démocratisation de l'accès à des soins efficaces qui ont permis de réduire de 40% de nouvelles infections depuis 1998. Ainsi, nous sommes passés d'une maladie mortelle qui tuait la plupart des personnes infectées à une maladie chronique avec laquelle, désormais, il est possible de vivre. Tout d'abord, il faut rappeler le caractère exceptionnellement politique de la lutte contre le sida. D'une première partie de déni, où la plupart des pays, notamment les pays africains, refusaient la réalité de l'existence du VIH, à la responsabilisation au plus haut niveau, où tous les États se sont engagés à mettre fin à l'épidémie du VIH avec des moyens conséquents. Il faut également rappeler que l'exceptionnalité et l'exceptionnalité du militantisme de la société civile et des associations de personnes pour le VIH, qui, grâce à leur combat politique, ont pu arriver à faciliter l'accès au traitement, mais aussi ont dû pour cela mener une bataille contre le monopole des industries pharmaceutiques. Et donc, cette épidémie a été aussi exceptionnelle par la mobilisation des ressources qui ont été faites, par l'implication des patients et des communautés qui ont, à travers des approches participatives, pu participer à la définition, à la planification et à la mise en œuvre des stratégies. Cela a conduit à une approche multisectorielle inédite, avec une collaboration avec les acteurs de la recherche pour les avancées scientifiques, beaucoup de progrès en 30 ans. Voici ici, dans cette diapositive, la plupart des grandes initiatives 3x5, NGAS, Test and Treat, et accélérer les interventions de lutte contre le sida pour arriver à la fin du VIH. D'abord, qu'en est-il de l'exceptionnalisme pour les approches de dépistage du VIH? Nous rappelons que Jonathan Mann avait défendu une approche de la prévention du VIH basée sur la responsabilisation individuelle, où les personnes devaient, en toute responsabilité, en toute autonomie, prendre le choix d'accepter de faire le dépistage du VIH et de toutes les conséquences qui devraient en découler de ce choix. Kevin de Kock, quelques années plus tard, a défendu les techniques de contrôle sanitaire plus coercitives en expliquant que la normalisation du VIH dans une philosophie de santé publique, d'éthique médicale et de justice sociale n'est pas une menace pour les droits de l'homme individuels, comme certains le pensaient. Et les acteurs de lutte contre le sida sont passés du counseling, de la mise en place d'un counseling spécialisé, d'un counseling adapté aux facteurs de risque de la personne, à une manière beaucoup plus simple
et allégé de proposer le test où on informe les personnes et elles donnent leur accord. Et on arrive actuellement au stade de l'autotest où il n'y a plus besoin d'intervention d'un tiers. On en est aujourd'hui à ce que le test soit gratuit dans la majeure partie des pays, décentralisé, routinisé, surtout pour les femmes enceintes, notamment contre la transmission mère-enfant, mais aussi des médicalisations des tests où la plupart des agents de santé communautaire, les communautés, les pairs, puis les autotests permettent d'avoir accès à un dépistage très rapidement et gratuitement. Les politiques d'accès au traitement et aux soins ont également beaucoup évolué. Et la décentralisation des ARV à tous les niveaux de la pyramide sanitaire est effective, avec la délégation des tâches de la prise en charge, l'implication des paramédicaux, des agents de santé communautaire et des pairs. Et le rôle des organisations communautaires a été capital dans l'élargissement des services. Les consultations pour la prise en charge des ARV ou la prise en charge des personnes VIH tout simplement se sont routinisées, elles sont devenues moins médicalisées, avec un accompagnement par les pairs, des interventions communautaires et de soutien qui ont été mis en œuvre. Nous avons également assisté à l'émergence d'un nouveau groupe d'acteurs de santé, les médiateurs, qu'ils soient VIH ou issus de populations fleuves. Au total, nous sommes dans une situation où l'accès est facilité pour les ARV, mais les soins sont devenus moins empathiques, avec une réduction progressive, voire une disparition des services d'accompagnement. À une échelle plus individuelle, l'évolution du vécu du VIH montre que les personnes vivant avec le VIH continuent à bénéficier davantage au vu des pratiques usuelles du système de santé. Avec, en ce qui concerne les consultations VIH, le souci de préservation de la confidentialité, les relations personnalisées avec certains soignants particulièrement engagés sur le VIH, la gratuité des tests, des ARV et d'une partie du suivi médical qui varie en fonction des pays. Toutefois, un reste à charge existe où les personnes sont obligées de participer au financement de leurs soins de santé pour le transport, les bilans de retour, certains médicaments qui sont hors des ARV, etc. Le vécu est également marqué par un effritement des liens avec les pairs, dans un contexte où les associations de personnes avec le VIH disposent de moins en moins de moyens. Donc, cette très grande solidarité entre pairs qui avait existé au début des années 2000 est en train de s'effriter petit à petit. On peut parler donc d'une normalisation de la prise en charge d'une maladie chronique. Le VIH-Sida a évolué d'une maladie perçue comme un fléau insupportable à la réduction de la charge mentale, conjugale et sociale liée au VIH. Donc, vous voyez ces images des années 2000 avec des personnes déchargées et un médecin et toute la souffrance et la tristesse que l'on vit à la fois sur la personne, mais également pour le professionnel de santé qui est complètement dévolu face à cette infection. À une image qui a été partagée par le CLNS du Sénégal qui montre toute la joie de vivre et la possibilité surtout de vivre avec les ARV de façon épanouie. En ce qui concerne la procréation, nous avons assisté à l'évolution de l'interdiction à la procréation. Et au niveau de couple, le VIH a révélé des situations exceptionnelles avec la mise en place de nouvelles conjugalités. Le renforcement des unités nucléaires au sein ou non des familles élargies. Le statut VIH a obligé beaucoup de conjoints à se renforcer la communication interne et à se mettre hors de portée de l'entourage familial pour préserver la confidentialité, ce qui a permis dans certains cas de raffermir les liens conjugaux. Toutefois, nous assistons toujours dans de nombreux pays à la persistance de la stigmatisation et de l'autostigmatisation, avec de façon spécifique l'émergence d'une nouvelle revendication pour le respect des droits humains et de l'identité de genre. La gestion multisectorielle des programmes a été également un élément où beaucoup d'approches exceptionnelles ont été appliquées. D'abord, l'implication de nouveaux secteurs de développement,
et gouvernementaux, qui n'étaient pas forcément impliqués au début de la gestion multisectorielle des programmes, où c'était essentiellement les secteurs de la jeunesse, de l'éducation, de la femme, à travers leur ministère qui s'impliquaient dans la gestion multisectorielle. Désormais, l'administration pénitentiaire, le secteur intérieur, le ministère de la Justice ou du tourisme, dans d'autres pays, sont impliqués dans cette gestion multisectorielle. L'institutionnalisation des organisations de la société civile est également une évolution à travers l'institut, la possibilité de former des instituts de la société civile. La gestion multisectorielle des programmes est également de plus en plus intégrée dans le ministère de la Santé et du système de santé. Il persiste l'appui des mécanismes de financement internationaux à travers le Fonds mondial, le PEPFAR et le PMI. Les financements domestiques augmentent, mais ils sont encore timides, notamment dans les pays de l'Afrique occidentale. Mais ce qu'il faut dire sur l'évolution et les effets de cette gestion multisectorielle du programme, c'est qu'elle a été adoptée par d'autres et pour d'autres problèmes de santé, tels que les maladies chroniques, le paludisme, la tuberculose, ou plus récemment, la COVID-19, où beaucoup d'interventions qui ont été mises en œuvre ont été inspirées de cette approche de gestion multisectorielle. Ainsi, le VIH a également contribué à la visibilité des populations telles que les MSM, les usagers de drogue injectables, les professionnels du sexe. Il a contribué à la reconnaissance de leur existence, mais également de leur vulnérabilité, qu'elle soit sociale, épidémiologique, liée au VIH ou non. Le VIH a également contribué au renforcement des politiques de droits humains, à la naissance de services différenciés pour les différentes populations clés, adaptés à leur vulnérabilité, à la valorisation, à l'appui au leadership des différentes communautés de populations clés. Ces visibilités induites ont parfois conduit ou renforcé la stigmatisation et la discrimination préexistante, avec, dans certains contextes, la cristallisation de résistance. Voici des images qui ont été diffusées pour les UDI qui ont marqué la réalité de la reconnaissance de l'existence de ces populations au sein des populations. Pour les MSM également, un ensemble d'approches ont été mises en œuvre. En conclusion, à la réponse sur la fin de l'exceptionnalisme, nous dirons que nous sommes dans une situation de normalisation hétérogène, avec des réalités différenciées, un processus de normalisation à géométrie variable, qui est indéniable, avec moins d'avantages, notamment sur les tests et les soins plus routinisés, qui sont de plus en plus intégrés dans le système de santé, mais avec une persistance d'avancées et de spécificités propres au VIH, telles que les soins différenciés, adaptés à chaque population clé, l'intégration des droits humains et la prise en compte des identités de genre. Ainsi, la réponse au VIH reste dynamique et inspirante pour le système de santé global. Mais justement, plus elle s'intègre dans le système de santé et plus la pérennité des acquis programmatiques et des financements liés au VIH sont de plus en plus liés à la capacité de résilience du système de santé. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Koudia, pour cet exposé extrêmement intéressant qui complète bien le premier exposé de Gabriel Girard sur cette analyse des années que nous avons traversées, appelons-les les années SIDA. Votre exposé était très clair. Il y avait eu des petits soucis techniques parfois sur les slides, mais je pense qu'on a parfaitement entendu le message. Alors, nous allons prendre un bref temps d'échange suite à ces deux présentations avant de passer à la présentation suivante. Alors, parmi les questions envoyées, j'en ai déjà une qui est pour Gabriel. Gabriel, la question porte sur le fait que l'exposé
semble plus pertinent au nord, et qu'au sud, les questions se posent un peu autrement. La question est, voyez-vous des différences entre le nord et le sud dans cette approche et dans ces leçons qui ont été tirées, ou de cette réflexion parfois nostalgique? Merci pour la question. Vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Oui, je suis tout à fait conscient de ce biais. C'est pour ça que j'ai voulu me présenter dans la première diapo, vous l'aviez déjà fait d'ailleurs, pour expliquer d'où je parlais. Et c'est vrai que je parle plutôt d'un point de vue du Nord, avec des travaux qui ont été toujours menés en France et au Canada. Donc évidemment, ça teinte la perspective que j'ai sur les choses. Et effectivement, on peut imaginer, ce serait vraiment un dialogue utile à engager, que les choses se regardent et s'envisagent, je pense, différemment au Sud, parce que le rapport à l'histoire de l'épidémie est différent, que le rapport à l'accessibilité des traitements est différent. Du coup, c'est vrai que cette histoire, dans certains pays du Nord, dans la communauté gay en particulier, on peut se dire ça fait partie de l'histoire, au sens c'est un passé, et alors que dans beaucoup de cas et dans beaucoup de communautés, ça reste une actualité brûlante. Donc évidemment, ce rapport nostalgique ou mélancolique au passé se posera différemment. Je ne m'avancerai pas beaucoup plus, moi, sur des réponses à cette question, parce que je crois qu'il faudrait laisser parler des gens qui connaissent mieux les contextes du Sud. Bon, mais merci pour la question. Merci pour la réponse. On pourrait débattre longtemps. On va faire un débat un petit peu court, et puis on reprendra dans le débat général après, pour ne pas risquer de dépasser le temps qui nous est imparti. C'est vrai que même de nostalgie relative à ces années complètement dramatiques, les 20 ans de 1980 à la fin des années 90, on peut essayer d'analyser les facteurs de la nostalgie, mais il y a aussi eu vraiment tellement de difficultés à traverser cette période qu'on peut être aussi très heureux d'en être sorti quand même. Mais enfin, ça pourrait mobiliser un débat pendant des heures. Alors, Koudia, je trouve que c'est très intéressant de voir effectivement cette question de l'exceptionnalité. Comment vous voyez l'idée que, vous dites qu'il y a une voie qui est tracée, il y a une voie inspirative, mais on n'est pas dans une approche héroïque aujourd'hui de la lutte dans les maladies, alors qu'il y a eu une véritable vision un peu héroïque de la lutte dans le sida. Comment vous voyez la déclinaison de cette voie tracée sur les problèmes qui aujourd'hui sont devant nous, en particulier évidemment la pandémie Covid? Est-ce que vous voyez une voie tracée applicable? Merci. Je voudrais dire que par rapport à la pandémie du Covid, les contextes sont un peu différents, même s'il y a eu beaucoup de similarités. C'est clair qu'on n'est plus dans cette approche héroïque, parce que tout simplement, la perception du risque, elle a été pour le sida complètement réduite, très réduite. Et les gens, avec l'accès au traitement, l'efficacité du traitement, voilà, le risque ne paraît plus comme étant prédominant. Et à partir de ce moment-là, on a une sorte de normalisation, mais avec des spécificités. Et donc, pour faire le parallèle avec la lutte contre le Covid, c'est clair qu'au début de l'épidémie de Covid, il y a eu cette grande peur partagée, etc. Et à ce moment-là, je pense qu'une l'expertise VIH aurait pu mieux servir qu'elle ne l'a fait dans la réalité. Par exemple, dans les pays du Nord, tels que la France, on a vu que c'est c'est l'ANRS qui a été sollicité pour être à la tête de ce conseil scientifique qui a donné des orientations. Mais dans les pays du Sud, en fait, on est passé à plus de prise en charge, une plus grande médicalisation de la prise en charge, avec des ministères de la Santé qui ont été des maîtres d'œuvre et qui n'ont pas toujours su tirer toutes les expériences de la mobilisation communautaire, de ce dialogue qui pouvait exister entre les scientifiques et de la société civile. Mais en même temps, on a vu quand même émerger beaucoup une forme de ce qu'on a appelé dans nos analyses avec Alice une forme de démocratie sanitaire, où il y a eu beaucoup d'informations, beaucoup de débats publics autour des enseignements, qu'ils soient scientifiques ou pas, notamment autour des fake news, mais en tout cas la parole qui libérait sur certains aspects. Et je pense que c'est un peu l'héritage du VIH qui a contribué à ça, même s'il n'a pas été totalement pris en compte.
Merci. On reviendra, je pense, sur ces sujets parce que j'ai pas mal de questions. Je ne voudrais pas risquer de déborder trop dans le temps parce qu'on a encore d'autres communications à écouter. Mais savoir si Alice, tu souhaitais apporter un commentaire ou une question avant qu'on introduise l'orateur suivant. Non, j'ai pas Alice Duclos en ligne parce qu'elle n'est pas dans le. Bon, alors écoutez, vous restez tous bien en ligne, vous nous envoyez vos questions, on aura un temps de débat plus prolongé tout à l'heure. Merci à tous les deux. Et donc, nous allons passer à la présentation de la communication suivante. Donc, j'ai le grand plaisir d'introduire maintenant Monsieur Mamadou Cissé, qui est du Mali, qui travaille à Bamako au CESA, qui est un des responsables clés de Arcade, et donc très engagé, bien sûr, dans cette lutte contre le sida, et qui va nous parler d'un sujet que nous avons depuis longtemps discuté, très important, difficile, c'est le partage du diagnostic. C'est le partage du diagnostic dans le couple, c'est le partage du diagnostic qui doit conduire au dépistage des partenaires. Et donc, Mamadou Cissé, c'est à vous, vous avez la parole. Je pense que c'est une vidéo qu'on va envoyer maintenant. Merci. Je ne vois pas apparaître la vidéo. Ah, voilà, ça va arriver. Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous présenter les résultats d'une analyse sur les facteurs associés à l'image renvoyée par la PrEP. Donc, l'objet de cette présentation, c'est d'étudier l'une des barrières potentielles à l'utilisation de la PrEP, c'est-à-dire la représentation que les utilisateurs se font de la PrEP. Et plus précisément, le but de notre étude était d'identifier les facteurs associés à la perception que la PrEP donne aux autres une mauvaise image d'eux-mêmes. Alors pourquoi cette question est importante? Eh bien parce que l'efficacité de la PrEP dépend fortement de l'observance. Et on sait que l'observance et plus largement l'adhérence dépend de facteurs individuels et de facteurs sociétaux. Donc là, nous allons nous intéresser plus particulièrement à la question des facteurs psychosociaux internes. Alors la cohorte française ANRS Prévenir nous a permis d'explorer cette question. Alors Prévenir, c'est une étude prospective qui a été initiée il y a 3 ans dans 26 sites et qui propose à des volontaires séronégatifs, particulièrement à risque d'infection par le VIH, une offre de prévention globale. Alors cette offre, elle comprend la PrEP à la demande ou en continu, un dépistage des IST trimestriels et un accompagnement communautaire ou éducatif. Donc là, vous avez quelques-uns des critères d'inclusion, dont le fait d'avoir des rapports sexuels à nos non protégés avec au moins 2 partenaires dans les 6 derniers mois, avoir eu plusieurs IST ou avoir eu recours à un TPE lors des 12 derniers mois, être un chemsexeur et d'autres. Donc, dans une partie dédiée du premier autoquestionnaire, qui était administré en ligne à
Bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter un travail sur l'enquête Séropart qui étudie le partage du statut de l'infection par le VIH et le dépistage des partenaires sexuels des personnes vivant avec le VIH au Mali. Cette communication orale est le fruit du travail de toutes les personnes dont les noms figurent sur la liste des auteurs. Le partage du statut sérologique reste encore au Mali et très certainement dans beaucoup d'autres pays un sujet de préoccupation majeure. En effet, le cadre législatif actuel impose aux personnes vivant avec le VIH d'annoncer son statut sérologique dans les 6 semaines qui suivent la découverte de l'infection au conjoint ou au partenaire sexuel. Malgré ce dispositif dissuasif, il existe encore beaucoup de freins au partage du statut sérologique. L'infection par le VIH est toujours perçue comme une maladie honteuse du fait qu'elle soit associée à une maladie transmise par le sexe et probablement au cours de relations extraconjugales, faisant du coup ressortir la notion d'infidélité. Cet ensemble de préjugés rend le partage du statut très difficile au sein du couple, avec le risque de rupture, de marginalisation et de stigmatisation. L'étude partage réalisée en 2011 en partenariat avec Coalition Internationale Plus illustre assez nettement cette situation. En effet, 27% des 219 participants à cette étude n'avaient pas partagé son statut sérologique. Tout ceci ont sans doute contribué à la non-atteinte des objectifs 3x90 qui connaissent de gros retards à quelques mois de la fin de l'année 2020. Par exemple, en 2016, pour le dépistage, on n'était qu'à 43% des personnes dépistées. D'où l'intérêt de notre étude du fait que les partenaires sexuels des personnes vivant avec le VIH, dans l'ignorance de leur statut sérologique, ne pensent pas à se faire dépister et restent par conséquent des sujets à risque. Il est donc primordial d'encourager le dépistage des partenaires sur la base volontaire du partage du statut sérologique pour le VIH. C'est la raison pour laquelle une étude transversale a été conduite dans 8 centres de prise en charge administrés par Ancart Santé Plus et qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Nos objectifs sont doubles. Ils visent à évaluer le partage du statut sérologique avec le ou les partenaires sexuels et leur dépistage pour le VIH. Et enfin, étudier les facteurs associés au partage du statut VIH aux partenaires. Les critères d'évaluation portent sur la proportion de couples ayant partagé le statut sérologique et la proportion de partenaires non dépistés. Notre population d'études porte sur des adultes en couple vivant avec le VIH, traités par les ARV et dont le consentement a été recueilli verbalement. La collecte des données s'est faite à travers un questionnaire administré en face à face entre janvier et avril 2019 par des médecins en marge de consultation médicale de routine. Le modèle de questionnaire utilisé est illustré à droite. Les données collectées s'articulent autour des données sociodémographiques classiques, des informations en lien avec le VIH, des connaissances sur le lien entre transmission et niveau de charge virale, et enfin, le partage du statut sérologique et le dépistage du partenaire dont les réponses sont classifiées à droite. On s'est intéressé à la situation du dépistage du partenaire selon que le partage du statut sérologique a été réalisé au bas. 4 situations en résultent. Dans le cas du partage du statut VIH aux partenaires sexuels, on a cherché à déterminer le nombre de partenaires dépistés et de partenaires non dépistés. Dans le cas où le partage du statut VIH n'a pas été fait aux partenaires sexuels, on s'est intéressé au nombre de partenaires non dépistés et le nombre de personnes vivant avec le VIH qui écarte toute possibilité de partager leur statut. 420 personnes en situation de couple ont été ciblées pour l'enquête. Au total, 396 personnes y ont participé. 24 questionnaires n'ont pas été administrés faute de temps de l'enquêteur ou de l'enquêté. Au final, sur les 396 personnes retenues, 340 répondirent à la question sur le partage. Les réponses manquantes à la question sur le partage au nombre de 56 ont été considérées comme des cas de non-partage. Globalement, sur les 396 participants, on note que les femmes sont majoritaires à plus de 70%. C'est aussi le reflet de notre file active. Alors, toujours sur les 396 participants, on note un âge médian à 40 ans. Plus de 90% de l'effectif ont moins d'un enfant.
Plus de la moitié d'entre eux connaissent le lien entre le niveau de la charge virale et la transmission du VIH. Moins de 5% ont un niveau d'études supérieures. Plus de 80% d'entre elles sont en situation de couple. Au niveau de la cascade des soins, 376 personnes sur les 396 enquêtées étaient sous ARV. Parmi ces dernières, 168 avaient une charge virale disponible avec une indétectabilité pour 73%. Comme annoncé dans la méthodologie, l'étude s'est intéressée à la question du partage du statut VIH aux partenaires. 231 personnes ont partagé leur statut. Parmi elles, 176 ont un partenaire dépisté pour le VIH, ce qui représente 76%. À l'inverse, 165 personnes n'ont pas partagé leur statut et ont a priori un partenaire non dépisté. Ça représente 42%. Seulement 176 partenaires sur les 396 sont à la fois informés et dépistés. Cela représente 44%. L'analyse univariée montre des différences significatives concernant tout d'abord les sites de prise en charge. C'est le cas de 6 centres sur 8 dont les taux de partage aussi entre 54 et 80%. Le partage s'observe de manière significative auprès des hommes, auprès des personnes âgées, auprès des personnes avec le plus d'enfants, auprès des personnes qui sont moins éduquées, auprès des personnes qui sont en situation de couple, auprès des personnes ayant une connaissance du lien charge virale et transmission du VIH, auprès des personnes ayant une charge virale inférieure à 40 copies, et enfin auprès de personnes avec les diagnostics de VIH les plus anciens, donc avant 2012. Pour les partenaires qui sont au courant de leur statut, en analyse multivariée, les facteurs indépendamment associés au partage du statut sont le site de suivi, allant de 0,4 à 3,24 à Fana et à Puchala, comparé au CESAP de Bamako, la connaissance du lien entre la charge virale et la transmission du VIH avec un autre ratio de 1,4 et le fait d'être marié ou fiancé avec un autre ratio de 3,7. Les personnes vivant avec le VIH avec un niveau d'études élevé informent moins leurs partenaires. Pour conclure, notre étude qui a porté sur 396 personnes vivant avec le VIH en couple montre que 58% des participants ont partagé leur statut VIH. Les 6 centres sur les 8 dans lesquels le partage s'est effectué suggèrent une association avec des facteurs contextuels ou structurels. Être en couple stable et avoir une bonne connaissance du lien entre la charge virale et la transmission du VIH semble également favoriser le partage du statut VIH. Et enfin, les personnes avec un niveau d'éducation supérieure sont moins disposées dans le partage du statut à leurs partenaires. Grosso modo, une personne sur 3 continue à garder le secret. Il est donc primordial de comprendre les blocages du partage du statut VIH. Et c'est ce que nous comptons explorer dans les prochaines étapes de cette étude pilote. Un projet de recherche pour implémenter des interventions pour favoriser le partage et par ricochet le dépistage a été soumis auprès de la NRS. L'implication de la communauté et des personnes vivant avec le VIH elles-mêmes dans l'élaboration et la mise en œuvre de cette intervention sera cruciale pour une meilleure efficacité. Je ne saurais terminer sans remercier particulièrement nos autres collaborateurs du Nord. Je pense au professeur Marie Préau, avec qui j'ai eu la chance de travailler sur l'étude partage soutenue par Coalition Internationale Plus. Il y a le docteur Michel Bourrelli, notre compagnon de très longue date, qui travaille à la Timone à Marseille. J'ai une mention particulière pour le docteur Louis Sagaron-Tessier du CESTIM et de l'IRD, avec qui nous partageons au bureau de travail ici à Bamako, à Arcade et Kilzac. Et enfin, cette étude n'aurait pas vu le jour sans l'initiative de ma part, une initiative qui regroupe plusieurs personnes passionnées par la recherche et la créativité dans 3 endroits géographiques différents. Ba pour Bamako, sous la direction du docteur Pintou Damélé, Ma pour Marseille, avec le docteur Michel Bourrelli, Par pour Paris, sous la houlette du professeur Kessine Katlama. Merci de votre attention.
Alors merci, Dr Cissé. Après cette présentation qui a aussi une perspective, ou en tout cas un substrat diachronique, parce que la question du partage du statut a beaucoup évolué et le Mali en particulier a été un lieu de travail sur cette question. On pourra l'aborder dans la discussion. Maintenant, deux sujets qui me semblent beaucoup plus nouveaux et qui sont vraiment peut-être innovants. D'abord, Marion Fiorentino, qui est une chercheure qu'on connaît déjà pour sa présentation hier et qui qui travaille au CESTIM, l'équipe santé et recherche communautaire très active pendant cette conférence, notamment pour des travaux au Sud. Elle va nous parler des violences perpétrées par les hommes vivant avec le VIH envers leurs partenaires sexuels au Cameroun, caractéristiques associées et effets sur le risque de transmission du VIH, dans le cadre de l'étude EVOLCAN. Marion, c'est à vous. Bonjour à tous, merci pour votre présence. Je vais vous présenter notre étude sur les violences commises par les hommes vivant avec le VIH au Cameroun. Nous avons étudié les caractéristiques associées à cette violence et son effet sur le risque de transmission du VIH à partir des données de l'enquête EVOLCAN. D'après la littérature, les interactions entre violence conjugale et transmission du VIH sont liées à plusieurs types de facteurs. Tout d'abord, les hommes violents sont plus susceptibles d'avoir des comportements à risque d'acquisition du VIH. Ils ont plus souvent de multiples partenaires, de recours au sexe transactionnel, d'usage abusif de drogue et d'alcool et d'IST. Ensuite, la violence conjugale augmente le risque de transmission au sein des couples sérodiscordants, dont l'homme est séropositif, car la femme est moins en capacité de négocier les rapports sexuels et la protection de ses rapports sexuels. On suspecte aussi que les dommages psychologiques engendrés par les violences altèrent l'immunité, et enfin que les hommes violents révèlent moins à leurs partenaires qu'ils sont infectés par le VIH ou d'autres IST. Ces deux premiers groupes de facteurs sont connus dans la littérature, surtout le premier, mais on peut aussi formuler l'hypothèse que d'autres facteurs, moins connus, peuvent jouer un rôle dans l'interaction violence-VIH. On peut par exemple supposer que la séropositivité fait apparaître ou amplifie des problèmes psychosociaux chez les hommes séropositifs, et que ces problèmes psychosociaux favorisent la violence conjugale. Des facteurs spécifiquement liés à la vie avec le VIH peuvent également être associés à cette violence. Par exemple, le stigma à l'égard de personnes séropositives, par exemple, le fait que la partenaire soit diagnostiquée séropositive en premier et peut être tenue responsable de l'infection du couple. Il faut également voir si les hommes séropositifs violents ont un recours aux soins, une observance au traitement et donc une suppression virale différente par rapport aux hommes séropositifs non violents. Ainsi, plus de recherche est nécessaire sur les caractéristiques des auteurs de violences conjugales et, dans le contexte du VIH, en particulier sur les facteurs liés au VIH chez les hommes séropositifs violents. En ce qui concerne le Cameroun plus spécifiquement, c'est le 15e pays le plus affecté par le VIH, avec une prévalence générale de 4%, et qui est 2 fois plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Selon les études, entre 12 et 22% des PV-VIH sont dans une relation stable sérodiscordante, et un tiers des PV-VIH suivis dans les services sont à risque de transmettre la maladie, car leur charge virale reste détectable. Enfin, dans la population générale, on voit que la violence conjugale est assez répandue, avec la moitié des femmes déclarant la subir et la moitié des hommes déclarant l'exercer. Dans la présente étude, notre objectif était de décrire chez les hommes vivant avec le VIH la violence exercée contre leur partenaire, puis d'évaluer si ces hommes violents étaient plus à risque de transmettre le VIH, et enfin d'explorer leurs caractéristiques dans de nombreux domaines.
Pour ce faire, nous avons utilisé les données de l'enquête transversale Evolcam effectuée en 2014 auprès des patients séropositifs suivis dans 19 services VIH du centre et du littoral au Cameroun. Nous avons retenu dans cette étude les hommes déclarant au moins une partenaire dans les 12 mois précédant l'enquête. Nous avons tout d'abord construit nos variables de violence conjugale commises. 12 questions étaient posées aux hommes concernant les actes de violence verbale et physique ou de contrainte sexuelle qu'ils avaient commis contre leur partenaire au cours de l'année précédente et la fréquence de ces actes. Jamais, parfois ou souvent. À partir de ces données, nous avons effectué une analyse en composantes principales qui nous a donné 3 variables de violence différentes. Physique et psychologique, physique sévère et sexuelle. Nous avons ensuite divisé chacun de ces scores en 3 catégories correspondant à des niveaux d'intensité de chaque forme de violence. Pas de violence, violence d'intensité modérée, violence d'intensité élevée. Une fois ces variables obtenues, nous avons effectué une analyse intermédiaire visant à évaluer si les patients violents étaient plus à risque de transmettre le VIH à leur partenaire, c'est-à-dire si leur charge virale était détectable et qu'ils n'utilisent pas de manière systématique le préservatif avec leur partenaire séronégatif ou de statut inconnu. Enfin, nous avons effectué notre analyse principale, dont l'objectif était d'explorer les facteurs socio-économiques, domestiques, dyadiques, comportementaux et psychosociaux associés aux variables de violence. Notre population était constituée de 406 hommes séropositifs déclarant une partenaire sexuelle récente pour un âge médian de 43 ans. La plupart d'entre eux étaient actifs professionnellement et déclarent une partenaire principale. L'observance au traitement antirétroviral était plutôt faible, avec seulement 26% de patients avec une observance haute, 42% une observance sous-optimale et 21% ayant interrompu leur traitement pendant au moins 2 jours au cours des 4 dernières semaines. En ce qui concerne la violence commise au sein de notre population d'hommes séropositifs, 28% commettent des violences psychologiques et physiques, 15% des violences physiques sévères, 11% des violences sexuelles. D'après notre analyse intermédiaire, dans notre échantillon, nous avons une proportion assez élevée d'hommes virémiques, 84% de l'échantillon. Donc, ici en orange, ce sont donc les participants qui sont faiblement observants et ou à charge virale détectable et ou pas en traitement ARV depuis plus de 6 mois. Nous avons également une proportion non négligeable, 27% d'hommes à risque de transmission de VIH. Donc ici en rouge, ce sont les hommes qui sont virémiques et qui n'utilisent pas le préservatif avec leur partenaire séronégatif. Ces proportions sont significativement plus élevées chez les hommes commettant des violences psychologiques et physiques d'intensité modérée par rapport à ceux qui ne commettent pas de violence. 98% versus 82%, 45% versus 24%. Voici les résultats de notre analyse principale. Donc, au niveau des caractéristiques des auteurs de violences, nous avons trouvé que les auteurs de violences psychologiques et physiques étaient légèrement plus jeunes, moins aisés financièrement que les autres. Ils sont plus susceptibles de multipartenariat et de subir du stigma lié au VIH. Les auteurs de violences physiques sévères sont également légèrement plus jeunes, plus susceptibles de vivre sous le même toit que leur partenaire, mais de ne pas être le chef du ménage, d'avoir une partenaire beaucoup plus jeune, d'avoir eu plusieurs partenaires dans les 12 derniers mois, et d'avoir eu des rapports avec un autre homme au moins une fois dans leur vie. Les auteurs de violences sexuelles sont aussi moins souvent le chef du ménage dans lequel ils vivent, et moins susceptibles d'utiliser le préservatif de façon systématique. Ils déclarent plus fréquemment avoir eu plus de 20 partenaires au cours de leur vie et subissent plus souvent du stigma lié à leur séropositivité. Pour conclure donc, les auteurs de violences psychologiques et physiques sévères et sexuelles représentent respectivement
un tiers, un sixième et un dixième des participants, ce qui est assez élevé. On voit en outre que les auteurs de violences sont plus susceptibles d'avoir une charge virale détectable et de transmettre le VIH à leurs partenaires séronégatifs. Nous avons identifié 3 groupes de facteurs associés à la violence conjugale perpétrée par les hommes vivant avec le VIH. Le premier correspond à des comportements à risque d'acquisition et de transmission du VIH. Le deuxième a des facteurs de vulnérabilité socio-économique de l'homme et de sa partenaire par rapport à lui. Donc, ces 2 premiers groupes sont assez connus dans la littérature. En revanche, il y a peu de données qui montrent le lien entre la violence et le vécu avec le VIH. Donc là, on voit par exemple que les hommes qui sont stigmatisés pour leur séropositivité sont plus susceptibles de commettre des violences sur leur partenaire. En ce qui concerne le lien entre violence et suivi du traitement antirétroviral, dans notre analyse principale, nous avons vu des liens, l'association positive entre violence commise et interruption du traitement, mais seulement en analyse univariée. Cependant, on a aussi vu que les hommes violents sont plus souvent virémiques, c'est-à-dire charge virale détectable ou peu observant. Ce dernier point mériterait donc plus de recherche afin de voir si la cascade de soins VIH chez les hommes commettant des violences conjugales est différente de celle des autres hommes séropositifs. En effet, un moindre recours aux soins, une moins bonne observance pourrait être un nouveau type de facteur qui expliquerait que les hommes violents transmettent plus le VIH. Nous avons par ailleurs observé dans une précédente étude utilisant les données de l'enquête Evolcan que les femmes victimes de violences sont plus souvent susceptibles d'interrompre leur traitement. Inclure la prévention et la détection de violences conjugales dans le counseling pour les hommes pourrait s'avérer très pertinent. Les données sur la cascade de soins VIH chez les hommes séropositifs violents permettraient de donner des informations sur le rôle de la violence dans la dynamique de propagation du VIH. Il est ainsi très important de questionner au niveau communautaire et sociétal le rôle des normes de genre dans la violence conjugale et dans le recours aux soins. Je remercie mes co-auteurs ainsi que l'ensemble des patients séropositifs et le personnel des centres de soins ayant participé à l'enquête Evolcan. Enfin, merci à vous pour votre attention. Un grand merci Marion Fiorentino pour cette présentation extrêmement importante et qui va sûrement faire l'objet de beaucoup de questions et de beaucoup de débats, car effectivement ce lien entre violence et VIH, ce lien entre la violence et la transmission nous pose beaucoup de questions. Je trouve que c'est un sujet à creuser qui est vraiment très important. Alors avant d'ouvrir la place pour le débat, nous avons une dernière communication que j'ai le plaisir d'introduire. C'est donc la communication de Christelle Protière, qui travaille également à l'INSERM Marseille au CESTIM, qui est économiste, psychologue clinicienne, et qui va donc nous présenter une communication sur les facteurs associés à l'image renvoyée par la PrEP. Il s'agit notamment de l'étude Prévenir de l'ANRS. Christelle, c'est à vous. L'inclusion dans l'étude. Il était demandé aux participants Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous présenter les résultats d'une analyse sur les facteurs associés à l'image renvoyée par la PrEP. Donc, l'objet de cette présentation, c'est d'étudier l'une des barrières potentielles à l'utilisation de la PrEP, c'est-à-dire la représentation que les utilisateurs se font de la PrEP
Et plus précisément, le but de notre étude était d'identifier les facteurs associés à la perception que la PrEP donne aux autres une mauvaise image d'eux-mêmes. Alors pourquoi cette question est importante? Bien parce que l'efficacité de la PrEP dépend fortement de l'observance. Et on sait que l'observance et plus largement l'adhérence dépend de facteurs individuels et de facteurs sociétaux. Donc là, nous allons nous intéresser plus particulièrement à la question des facteurs psychosociaux internes. Alors la cohorte française ANRS Prévenir nous a permis d'explorer cette question. Alors Prévenir, c'est une étude prospective qui a été initiée il y a 3 ans dans 26 sites et qui propose à des volontaires séronégatifs, particulièrement à risque d'infection par le VIH, une offre de prévention globale. Alors cette offre, elle comprend la PrEP à la demande ou en continu, un dépistage des IST trimestriels et un accompagnement communautaire ou éducatif. Donc là, vous avez quelques-uns des critères d'inclusion, dont le fait d'avoir des rapports sexuels à nos non protégés avec au moins 2 partenaires dans les 6 derniers mois, avoir eu plusieurs IST ou avoir eu recours à un TPE lors des 12 derniers mois, être un chemsexeur et d'autres. Donc, dans une partie dédiée du premier autoquestionnaire, qui était administré en ligne à l'inclusion dans l'étude, il était demandé aux participants s'ils pensaient que la PrEP pouvait renvoyer d'eux une mauvaise image d'eux-mêmes. Donc, les réponses se faisaient en 4 modalités que nous avons regroupées en deux modalités. Donc, nous avons eu recours à un set important de données comme covariables potentielles, aussi bien des variables socio-économiques que psychosociales et comportementales. Comprenez l'orientation sexuelle, le nombre de partenaires, la perception, le risque perçu d'acquisition du VIH, mais aussi des échelles qui ont permis de mesurer la dépression, donc en utilisant le CESD ou l'estime de soi avec l'échelle de Rosenberg. Il y avait aussi donc des variables cliniques et des variables liées à la PrEP, comme par exemple le fait d'être expérimenté ou naïf vis-à-vis de la PrEP au moment de l'inclusion. Donc si on se tourne maintenant vers les résultats, au moment de l'analyse, plus de 3000 participants étaient inclus dans l'étude Prévenir. Plus de 2600 ont complété les questionnaires, donc les questionnaires d'inclusion, et 96% d'entre eux ont répondu à la question d'intérêt. Donc on a un échantillon qui est issu d'une catégorie socio-professionnelle plutôt élevée, donc où ils sont majoritairement en activité professionnelle, avec une situation financière confortable, très instruits, avec la moitié de l'échantillon ayant un bac +5 ou plus, qui ont donc 36 ans comme âge médian et qui, en médiane, ont 10 partenaires occasionnels. Donc dans cet échantillon, un tiers des participants pensent que prendre la PrEP donne aux autres une mauvaise image d'eux-mêmes. Donc sur cette diapositive, sur cette figure, vous avez une illustration donc des facteurs qui sont associés à cette perception. Donc les variables qui se trouvent sur la droite du petit schéma signifient une augmentation de la probabilité d'avoir cette perception, et celles qui sont à gauche, au contraire, signifient une diminution de la probabilité d'avoir cette perception que la PrEP renvoie une mauvaise image. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que les personnes qui prennent la PrEP à la demande sont plus susceptibles d'avoir cette perception, ainsi que celles qui ont un score élevé de dépression. Au contraire, cette perception va diminuer avec le niveau d'estime de soi, c'est-à-dire meilleure est votre estime de vous et moins vous serez susceptible d'être
d'avoir la sensation que la PrEP renvoie une mauvaise image de vous. De la même manière, plus vous êtes âgé et moins vous aurez cette perception. Et enfin, la probabilité diminue lorsque l'initiation de la PrEP a été encouragée par le partenaire principal. Donc en résumé, les plus jeunes et les plus psychologiquement vulnérables, c'est-à-dire qui ont un plus haut niveau de dépression et une moindre estime d'eux-mêmes, et ceux qui prennent la PrEP à la demande sont plus susceptibles de considérer que la PrEP donne aux autres une mauvaise image d'eux-mêmes. Et cette représentation peut devenir un frein à la prise de la PrEP, et c'est pourquoi une attention particulière doit être accordée à cette population, non seulement pour renforcer le recours à la PrEP, mais aussi pour éviter les ruptures potentielles de suivi. Alors, je voudrais souligner un dernier point, c'est qu'il est possible que la proportion de personnes qui ont cette perception puisse être sous-estimée dans notre étude, donc un tiers dans notre échantillon, dans la mesure où nous avons conduit cette étude auprès de personnes qui sont favorables à la PrEP, sinon elles ne seraient pas volontaires pour participer à prévenir. Il est donc possible que cette proportion soit plus élevée auprès de l'ensemble de la population des personnes séronégatives au risque d'acquisition du VIH. Alors pour terminer, nos résultats sont à confirmer dans le temps, c'est-à-dire qu'il reste à explorer si cette représentation va perdurer dans le temps, si elle va augmenter ou être réduite, en particulier peut-être avec l'aide de l'accompagnement communautaire. Voir aussi si elle est potentiellement un marqueur de difficulté dans le suivi, donc au long terme, et étudier aussi quel peut être l'impact des différences selon le mode d'administration, c'est-à-dire à la demande ou en continu de la PrEP, puisque nous avons vu que c'était un facteur explicatif de cette représentation. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez ou à émettre toutes vos suggestions. Et je souhaite remercier vivement tous les participants pour le temps qu'ils ont consacré à cette étude et qu'ils continuent de consacrer à cette étude. Je vous remercie. Donc, merci à vous pour cette présentation. Je vais commencer. Il y a Larsen qui nous dit que c'est inaudible. J'espère que ça va se résoudre. Donc, eh bien, je commence par. Peut-être qu'il faudrait que ceux qui ne peuvent pas coupent leur micro et qu'ils l'allument quand ils vont parler. Ça peut être éviter les bruits de fond qu'on entend. Donc, je propose de couper vos micros et de les ouvrir quand la question s'adresse à vous. Bravo Gilles, cette mesure était parfaite. Je pense que pour la technique, on te demandera de gérer les prochaines sessions. En tout cas, merci. Alors, la première remarque est en fait une critique, ou plutôt une question un peu véhémente, qui est pourquoi est-ce que vous utilisez encore ce vocabulaire de guerre, entre guillemets, notamment en citation « lutte contre le sida ». Le VIH n'est pas un virus hors des corps, il existe en nous, les personnes vivant avec, et ce vocabulaire de guerre contribue à la discrimination. On est conscient de ça depuis plus de 20 ans. Donc, ceci étant entendu, je vais présenter une série de questions qui s'adressent à la fois à un premier lieu à Gabriel, mais aussi à toute cette qui porte plus généralement sur
notre appréhension de la temporalité, et je pense que Koudia pourra aussi avoir des éléments de réponse. Alors, première question, au-delà des parallèles à faire entre le VIH et le Covid, ne pourrait-on pas tirer des leçons de l'histoire du VIH comme révélateur social en permettant la mobilisation de tous les citoyens, au-delà des seuls soignants ou professionnels, puisque les deux épidémies sont mondiales, incluses dans la vie de tous les jours, dans l'intimité des personnes et le rapport aux autres. Autre question ou remarque, Gabriel, qu'est-ce qui a le moins marché, notamment les effets de la réduction des financements sur l'histoire? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir complètement compris la question, mais Gabriel aura certainement compris. Question suivante, comment expliquer que le besoin de ce retour à l'histoire de la lutte soit peu exprimé au sein des principales associations de lutte contre le sida? Et enfin, ça c'était la mienne, je vais la résumer. Les objets de la nostalgie sont peut-être différents en Afrique, où on peut penser que la reconnaissance des acteurs associatifs experts, qui s'est un peu essoufflée, pourrait être regrettée. Pensez-vous que le partage d'expériences qui serait appuyé sur un travail mémoriel que vous évoquez à la fin de votre présentation pourrait contribuer à ce que toute cette expérience du VIH soit diffusée et étendue pour d'autres pathologies? À vous, Gabriel. Eh bien, merci pour toutes ces questions. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire le tour de toutes. Je vais essayer de le faire rapidement, en tous les cas. Le premier point, je vous renvoie à une session tout à l'heure où on discutera du parallèle entre Covid et VIH cet après-midi à 15h45. J'interviens à nouveau, c'est pour ça que je le dis d'autant plus. Et effectivement, il y a des points de comparaison possibles intéressants entre les deux pathologies, la manière dont elles ont suscité des réactions sociales parfois similaires, parfois différentes. Et voilà, mais là, je dirais que une des principales différences, en tout cas, elle est au niveau de la temporalité, parce que là, on parle pour le VIH d'une épidémie qui a plus de 40 ans d'histoire, connue en tout cas, alors que pour le Covid, on est sur quelques mois. Donc évidemment, on ne peut pas mesurer les mêmes choses, on ne peut pas regarder les mêmes choses exactement, à la fois dans l'urgence des réponses, dans la sidération qui s'est faite, mais aussi de la réaction publique qui s'est développée. Donc voilà, je suis invité à la prudence et puis à la modestie sur les comparaisons qu'on peut envisager. Sur le rapport à l'histoire dans les grandes associations, ce serait à nuancer, à discuter au cas par cas, peut-être selon les pays, selon les contextes, mais j'ai quand même l'impression que, notamment dans les pays du Nord, que je pense au Canada et à la France, que je connais bien, que cette question de l'histoire est présente, à la fois dans la valorisation des expériences du passé, à travers des témoignages, des retours sur l'histoire à l'occasion des grands anniversaires, les 10 ans, les 20 ans, les 30 ans, et puis bientôt les 40 ans de l'épidémie ou de la création des associations. Et puis j'en veux aussi pour preuve le fait que ACT UP Paris et Aide en France, par exemple, ont versé une partie de leurs archives aux archives nationales, ce qui représente quand même un acte symbolique fort, et puis une volonté de s'inscrire dans l'histoire nationale, finalement, d'une histoire institutionnelle. Alors, c'est pas sans débat aussi sur la volonté de créer des archives, notamment LGBT, mais je trouve que c'est quand même à souligner sur ce rapport à l'histoire qui n'est pas complètement absent. Sur la question des financements, je suis pas sûr d'avoir très bien compris, donc je m'aventurerai pas plus. Et sur votre question, Alice, il faudrait que je la reprenne, mais je vais peut-être laisser la parole à quelqu'un d'autre. Si je peux réintervenir, je répondrai plus en détail. Merci. Merci beaucoup, Gabriel. Est-ce que Koudia, tu souhaites intervenir sur ces questions? Je pense juste que le travail mémoriel est un travail important à faire et qui apporterait toute cette expertise VIH qui est en train de se perdre. Mais je voudrais aussi rappeler le contexte que l'exceptionnalisme VIH n'a pas toujours été bien vu ni accepté dans le système de santé. Et notamment, c'est pour ça que à partir du moment donné où la question de l'accès au traitement a été en partie, en tout cas, s'est améliorée, donc la tentation, ça a été de revenir à des automatismes beaucoup plus biomédicaux, avec l'implication d'autres secteurs biomédicaux qui, quelque part, ont repris un peu le contrôle de la prise en charge
de la lutte, en tout cas, ou du système de santé. Et c'est un peu ce qu'on a vu dans le cadre de la lutte contre le Covid, où même en termes d'institutions, on voit que de plus en plus, les institutions comme le LUCIDA sont de plus en plus marginalisées. Et il n'y a pas... donc ce travail de mémoriel, pour moi, il est à faire, mais aussi ce travail de plaidoyer pour que les acteurs de lutte contre le sida puissent passer le témoin aux nouvelles générations. Il reste encore à faire. Merci. Et si je peux me permettre un commentaire complémentaire, vu depuis Dakar, c'est non seulement une question culturelle, une question de... la mémoire n'est pas qu'une question de sens, c'est aussi une question de santé publique. La sorte d'amnésie de l'histoire du sida et de l'histoire de la lutte contre le sida pèse, à mon sens, lourdement sur la façon dont les acteurs d'aujourd'hui négligent ou même rencontrent des difficultés dans la lutte contre le sida. Par exemple, la manière dont les traitements sont abordés dans les pays du Sud et vus comme des productions du Nord pourrait sans doute être revue si les personnes étaient plus au courant de l'histoire de leur contribution de leur pays dans la production de ces traitements, dans la science qui a permis de les obtenir. Et donc, pour faire bref, on verrait bien un programme de recherche s'intéresser à l'histoire et la mémoire de la lutte contre le sida et des personnes atteintes dans différents pays comparés au nord et au sud, avec tous les enjeux des affects que Gabriel évoquait. Mais je ne suis pas là pour parler, donc je pense que je vais poser les questions suivantes qui s'adressaient à Mamadou Cissé. Donc, docteur Cissé, il y a plusieurs questions qui portent d'abord la première, la plus fondamentale, elle porte sur la nécessité de partager le statut lorsque les personnes prennent un traitement et ont une charge virale contrôlée. Est-ce qu'on doit les pousser à partager leur statut? Et en fait, il y a un début de réponse dans une autre question qui commence par rappeler que le partage du statut est inscrit dans la loi au Mali. Et à ce propos, deux questions portent sur les éléments de contexte. Alors, l'une se demande si est-ce qu'il y a eu des interventions en termes de communication et d'information autour du partage du statut qui pourraient le faciliter, notamment au travers d'applications de sites web qui donneraient des indications à titre non personnalisé et anonyme. Et l'autre question, elle rappelait que le Mali a été le lieu de nombreux projets portant sur le partage du statut, avec des interventions qui ont déjà été testées. Et celle que vous proposez à la fin de votre étude, dans quelle mesure est-ce qu'elle s'appuie sur ces innovations du passé, ou dans quelle mesure est-elle une sorte d'innovation par rapport à celle déjà mise en œuvre ou non mise en œuvre à la suite des études qui les avaient validées. Et enfin, deux questions sur la composition ou la distribution de vos résultats. Comment interpréter l'effet centre? Quels facteurs d'organisation des soins pourraient expliquer les résultats? Et par ailleurs, comment expliquez-vous que les populations les plus éduquées ont un faible taux de partage du statut? Docteur Cissé, vous avez bien entendu les questions. Oui, bonjour. Je vous remercie pour ces différentes questions. Par rapport à la première question, elle portait sur la nécessité de partager sur des gens qui avaient une charge virale contrôlée. C'est vrai que
Aujourd'hui, au Mali, on a la possibilité de faire le contrôle de la charge virale, mais sauf que chez beaucoup des personnes qui sont aujourd'hui contrôlées, on n'a peut-être pas toujours une bonne information sur le parcours, en tout cas de ce contrôle. Donc, a priori, on n'a pas suffisamment d'informations si le partenaire sexuel de la personne qui est contrôlée par rapport à la charge virale, voilà, indemne du VIH ou pas. Donc, c'est pour ça que malgré voilà, une charge virale contrôlée, on peut quand même toujours se permettre de demander voilà, à ce que le partenaire soit informé et ensuite le pousser à se contrôler par rapport à son statut sérologique. Donc ça, c'est voilà, par rapport à la première question. Concernant la communication autour de la loi portant sur le partage du statut, je pense que, en tout cas au niveau de nos sites de prise en charge, il y a beaucoup d'interventions, en tout cas auprès des malades, dès l'instant où ils apprennent qu'ils sont infectés par le VIH. Et voilà, donc les médecins, les conseillers psychosociaux, les assistants sociaux voilà, qui travaillent autour des malades parlent quand même toujours de la nécessité, en tout cas, de partager le statut. Et donc, voilà, il y a un travail qui est quand même assez fait par rapport à ça. Par rapport aux innovations, c'est vrai qu'avec d'autres partenaires, on est en train de travailler sur comment dire, le partage du statut, Gundoso en particulier. Donc, c'est vrai que c'est une intervention aujourd'hui auprès des femmes qui vivent avec le VIH, chez lesquelles on propose effectivement deux stratégies. Soit partager le statut ou soit ne pas le partager et continuer à garder son secret, mais en essayant de préserver quand même le statut sérologique de son partenaire. Et dans l'étude où il était question en tout cas de partager le statut avec le partenaire, donc il y a des interventions qui vont être faites prochainement dans le cadre d'une autre étude qui a été proposée à l'ANRS, comme je le disais dans mon intervention, où on essaiera effectivement de proposer des solutions, en tout cas pour le partage. Comme vous l'avez vu dans l'étude, beaucoup de personnes quand même restent dans l'ignorance de leur statut et n'ont pas du tout partagé. Et comment aider, voilà, on est en train de réfléchir à des stratégies, en tout cas pour pouvoir outiller les personnes qui sont en manque d'initiative pour partager et que ce partage soit fait après. Je crois, en gros, c'est les questions qui m'ont été posées. Il y avait quelques problèmes techniques. Je n'ai pas entendu toutes les questions. Peut-être si vous voulez bien reprendre les questions auxquelles je n'ai pas répondu, au cas où c'est le cas. Merci, vous avez très bien répondu à l'essentiel des questions. Je passe la parole à Gilles pour les questions restantes pour Christelle et Marion. Très bien, merci beaucoup Alice, merci beaucoup. Ici, on va faire vite parce qu'on arrive presque à la fin de notre exposé. Mon micro ne fait plus de bruit parce que la technique m'a dit que c'était mon micro qui était le coupable. Je tiens à me dénoncer publiquement, mais apparemment ça marche. Alors, une question pour Marion concernant les violences des hommes PV-VIH envers les femmes. Avez-vous fait une analyse factorielle exploratoire pour confirmer ou infirmer les composantes trouvées via l'ACP? Et puis, toujours pour Marion Florentino, est-ce que cette étude a été présentée au public concerné? Si oui, quel a été l'accueil? Ces données ont-elles vocation à porter une réflexion sur des actions à mettre en place en population locale? Et puis j'aurai après vos réponses deux questions pour Christelle. Peut-être vous pouvez commencer par répondre, Marion. Il faut allumer le micro. Ouais. On ne vous entend pas, il faut allumer le micro. Oui. J'ai pas bien entendu la première question. La première question. Mais je peux répondre sur la deuxième déjà. Oui, et la première, c'est une analyse factorielle exploratoire, excusez-moi, je n'y arrive plus. Avez-vous fait une analyse factorielle exploratoire pour confirmer ou infirmer les composantes trouvées via l'ACP? J'ai un peu de mal avec ce sigle, mais je me suis dit que vous le comprendriez sûrement.
Non, je suis pas sûre de comprendre la question. Non, c'est l'ACP qui nous a donné trois profils de violence et qui nous a permis de les intituler comme ça, puisqu'on voyait que du coup les items étaient regroupés. Il y avait des items de violence psychologique et physique, on va dire modérés, qui étaient regroupés ensemble. Ensuite, des items de violence physique plus sévères et des items de violence sexuelle. C'est comme ça qu'on a identifié nos trois formes de violence. Après, sur la deuxième question, du coup, ces résultats, ils sont en train de faire l'objet d'un article qui va être soumis et dont sont co-auteurs en fait les personnes des structures médicales, les personnes qui sont en charge de la prise en charge du VIH au Cameroun. Donc, ce sont eux après qui vont se charger de faire la diffusion des résultats sur place. Pour l'instant, ces résultats n'ont pas encore été partagés puisqu'ils sont en cours de publication pour l'instant. Très bien. Très bien. Merci beaucoup, Marion. Deux questions pour Estelle concernant l'image de soi et la PrEP. Donc, la première question, c'est concernant la représentation sur l'image de soi à travers la PrEP. Il serait intéressant de connaître plus précisément ce que les participants entendent par le groupe autre. Quels sont les groupes susceptibles de leur renvoyer une mauvaise image? Quel groupe plutôt qu'un autre? C'est la première question. Et la deuxième question, c'est avez-vous mesuré l'évolution de cette image dans les questionnaires suivants? Une étude qualitative complémentaire parmi les non-utilisateurs de PrEP serait des plus intéressantes. En un sens, cela ne pourrait-il pas être lié à une communication parfois trop divisée dans le milieu HSH, pro-PrEP ou anti-PrEP, ne plaçant pas suffisamment la PrEP dans le continuum des outils de prévention? Voilà, la question est un peu longue et le temps pour y répondre est court. Merci beaucoup. Bonjour, merci pour ces questions. J'ai pas du tout compris la première question. Je vais répondre à la suivante. Pour ce qui est de, oui, là, vraiment dans les perspectives, c'était de savoir si cette, alors c'est pas l'image de soi, hein, c'est vraiment l'idée de savoir si. J'ai beaucoup d'écho quand je parle. Merci. La question, c'était donc de savoir si les utilisateurs de PrEP avaient la sensation que utiliser la PrEP, être un PrEPeur, allait renvoyer une mauvaise image d'eux-mêmes auprès des autres. Et donc, une des variables qui est associée, c'est effectivement le fait d'avoir une mauvaise estime de soi-même, pas une mauvaise image de soi-même. C'était une des variables associées. Évidemment, la question essentielle, c'est de savoir si, donc là, c'est une mesure qui a été faite à l'inclusion, c'est de savoir si cette perception va perdurer dans le temps. Donc ça fera l'objet d'une deuxième analyse et effectivement de voir si par exemple l'accompagnement communautaire va permettre de diminuer cette perception ou si elle va au contraire perdurer et être augmentée. Et la question c'était vraiment de savoir aussi si c'est un indicateur éventuellement de difficulté dans le suivi. Après c'est vrai que la question de la PrEP c'est un débat assez vif. Il y a vraiment des opinions qui sont très marquées entre les pro-PrEPeurs et les anti-PrEP, les pro-PrEP et les anti-PrEP. Et ça, effectivement, c'est des questions qui seraient intéressantes d'analyser sur un mode qualitatif, aussi bien auprès des non-utilisateurs que des utilisateurs. C'est vrai que ce sont des perspectives très intéressantes à explorer. Pour ce qui est de la première question, je suis désolée, je n'ai vraiment pas compris. D'accord. La première question, c'est finalement quels sont ces groupes autres qui peuvent renvoyer une image négative de la PrEP. Bon, alors là, j'ai bien entendu. En revanche,
Je ne comprends pas sur quoi porte la question. Bon, je ne sais pas de quel groupe autre il s'agit. Qui a posé la question de la préciser et on vous l'enverra pas. Merci. Voilà, il va être temps de. Moi, j'avais une question pour Mamadou Cissé sur le partage du diagnostic. On me dit qu'on a 1 minute encore. Je voulais savoir si le fait de connaître le statut de la charge virale indétectable pouvait être un élément perçu au Mali, ou en tout cas dans l'étude, je ne sais pas si c'était comme un élément favorisant le partage du diagnostic. Parce que c'est clair que sur le plan de l'échange, le fait d'avoir une charge virale totalement indétectable, c'est-à-dire que la personne ne transmet plus le virus, évidemment rend moins problématique, sous réserve d'avoir une bonne perception de ce que c'est cette histoire de la charge virale, ça rend moins compliqué le partage de l'information puisqu'on n'est plus transmetteur du virus. Est-ce que cet élément est apprécié ou appréciable? En fait, chez nous, ici à Bamako, c'est vrai que les personnes qui vivent avec le VIH sont suffisamment informées de l'évolution de leur charge virale et on leur fait comprendre aussi dans nos échanges que quelqu'un qui a une charge virale contrôlée ne transmet pas. Donc, probablement, à cause de ces différents messages qu'on leur offre, en tout cas quotidiennement, de leur consultation, ça a certainement dû avoir un impact, en tout cas, dans leur désir de partager avec leurs partenaires. Voilà, merci. Pour ça, je crois que nous avons à peu près épuisé les questions qui ont été posées. Je vais laisser peut-être Alice dire un petit mot de conclusion. Avant cela, je voudrais juste souligner la grande qualité des communications et des échanges. Et ce n'est pas 20 mots, parce qu'on voit combien on a vraiment besoin d'avancer sur tous ces sujets. Et en particulier, moi, ce qui me frappe, c'est le poids encore extrêmement lourd de la stigmatisation. On le sait, mais on le mesure bien dans ces études. Et notamment, on le voit sur un facteur générant de la violence et donc augmentant encore le risque, comme on vient de le voir sur l'étude sur les violences de transmission du VIH. Et tout ça reste quand même sous l'énorme contrainte et violence elle-même de la stigmatisation des personnes atteintes. Et je crois que ça confirme qu'on a là encore toujours une lutte. Alors, je prends le mot lutte parce que ça a été dit. Moi, je ne le trouve pas guerrier, le mot lutte. Hein. C'est aussi une façon de résister. Et la lutte, c'est la résistance. Et toute la vie, c'est vraiment une forme de résistance. Donc, on peut lutter contre beaucoup de choses sans qu'on soit dans la guerre. On peut lutter contre le réchauffement climatique, on peut lutter contre les barrières sociales, on peut lutter contre les discriminations et pas que la lutte contre SIDA. Voilà, c'était un très bref commentaire. Et puis peut-être, Alice, je te laisse conclure cette session. Merci beaucoup, Gilles. Alors, moi, j'ai beaucoup apprécié la qualité des présentations. Je pense qu'on a rempli notre contrat de session qui doit à la fois faire connaître des résultats et du coup établir, maintenant, vous savez avec qui parler de ces résultats et aller plus loin pour creuser les implications de ces résultats, donc des relations qui pourront continuer en bilatérales, j'allais dire, avec les personnes qui ont présenté. Et puis l'autre objectif, faire avancer les idées. La science reformule de nouvelles questions et c'est comme ça qu'on avance. Là, je pense que cette approche de la temporalité, des dynamiques sur le temps long, elle est très importante et c'est vraiment un sillon à creuser au sein du VIH parce que la question de la transmission aux nouvelles générations, elle est quand même essentielle, alors peut-être plus en Afrique qu'en Europe, ça aussi c'est à creuser, mais néanmoins c'est une problématique clé. Et transmission au-delà du monde du VIH, de plus en plus on parle en santé globale de dépasser les approches en silo. Et là, je pense qu'effectivement la session Covid va permettre aussi de discuter tout ça. En même temps, merci Koudia et Gabriel pour ces regards riches qui nous interpellent et qui vont continuer à nous interpeller. Et l'une des questions qui pourrait, pour finir,
un angle qui pourrait permettre de poursuivre dans ce sens, ça serait justement la dialectique entre, d'un côté, lutter et de l'autre côté, vivre avec. Donc, merci à tous pour cette riche session. Et donc, on se retrouve très bientôt sur d'autres sessions, faute malheureusement de pouvoir partager des moments de convivialité autour d'un buffet. Au revoir. Merci. À demain. À plus tard. Merci. Au revoir.